Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous avons compris à quel point notre corps était important et avait une action sur nos émotions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand, malgré tout, nous avons des émotions? Alors, il y a souvent un stimulus. Ce stimulus va générer une réaction chimique dans notre corps, qui va générer une émotion. Puis cette émotion, en fonction de ce qu'on va faire de cette émotion, va être accueillie, réprimée ou déviée. On a trois options. Et qu'est-ce qui se passe dans chaque solution? La première solution, donc, c'est refouler l'émotion. Donc l'émotion, elle va être enfouie. C'est comme si vous vous avez renversé quelque chose au sol et que vous mettiez une couverture dessus. On ne voit plus ce que vous avez renversé au sol. Je suis tout à fait d'accord. Pour autant, c'est toujours là. Et ça va pas forcément disparaître tant que vous n'aurez pas vu et pris en compte et fait ce qu'il fallait pour enlever ce que vous avez renversé au sol. Ça l'est toujours. Donc c'est pas la bonne option, entre guillemets, mais c'est une option qu'on fait souvent parce qu'on pense que c'est une option la meilleure à faire. La deuxième option, c'est de dévier. Alors, la déviation émotionnelle, c'est un concept important. C'est au lieu de ressentir une émotion qui est l'émotion de base, que nous a créé ce stimulus, c'est d'avoir une réaction en allant sur une autre émotion qui n'est pas la bonne émotion. Donc c'est ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les émotions raquettes. Ça vient souvent d'ailleurs de l'enfance, de la construction, dans des familles notamment, ou dans des lieux où certaines émotions n'étaient pas acceptées. Et donc on a tendance à faire ça pour exprimer uniquement les émotions qui sont acceptables dans ce contexte-là, sauf que c'est quelque chose que l'on m'a appris tellement bien que l'on reproduit à l'âge adulte alors que ce n'est plus forcément nécessaire, et c'est pareil, c'est pas approprié. Parce que par exemple, vous avez toujours renversé votre verre par terre. En balançant cette chaise, vous allez peut-être vous défouler, mais toujours, ça ne va pas résoudre le problème que vous avez renversé quelque chose par terre. Donc la troisième option, c'est d'accueillir son émotion, de la reconnaître et de l'accepter, de se dire ok, là, je ressens telle émotion. Alors c'est un entraînement. Accueillir une émotion, la reconnaître, ça peut être par des facteurs physiologiques. On peut distinguer par exemple la peur, on peut savoir où est-ce qu'elle se crée dans le ventre, la colère, c'est pareil, c'est une sensation, où est-ce que l'énergie va aller. Donc notamment sur la colère, l'énergie et le sang va affluer vers les membres extérieurs pour pouvoir soit fuir, soit se battre. Pareil pour la peur, ça va aussi changer le sang, ça va changer aussi le rythme cardiaque, ça va changer. Donc il y a pour chaque émotion, il y a tout un tas de changements physiologiques que l'on peut identifier, qui peuvent nous aider aussi de comprendre quelle est l'émotion qu'on est en train de vivre. C'est pas forcément facile pour tout le monde, il y a des gens qui sont très connectés à leurs émotions et qui comprennent tout de suite ce qui se passe, et il y a des fois aussi, les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Et ça peut être utile de connaître ses émotions et de savoir comment elles sont générées, parce que moi j'ai déjà eu la situation où j'ai fait une réaction, on va dire un petit peu violente à un produit, et j'avais certains symptômes d'une émotion, mais pas tous. Et c'est là que ça m'a mis un peu en surprise, donc j'ai posé des questions au service médical qui s'occupait de moi en me demandant quelle était la composition des produits qu'il m'avait injectés. Et c'est là que j'ai découvert qu'effectivement il m'avait injecté quelque chose qui me faisait ressentir comme de la peur, sauf que je n'avais pas toutes les sensations physiques de la peur, puisque j'avais effectivement une augmentation du rythme cardiaque très virulente, comme si j'avais un stress monumental, mais je n'avais pas la douleur à l'estomac que je ressens habituellement quand, entre guillemets, je ressens de la peur. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut apprendre à faire, se concentrer sur où est-ce que je ressens ça dans mon corps, où est-ce que ça se passe, et juste pour accueillir le truc, pour pouvoir ensuite traiter. Et après, on va repasser, entre guillemets, dans le néocortex, et on va pouvoir agir et voir donc qu'on a renversé quelque chose et qu'il faut s'en occuper. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des stimuli. Parce que je vous réexplique le concept de base, c'est un stimulus qui crée une réaction et qui crée souvent une action derrière.
le stimulus n'a pas forcément vocation dans un autre contexte, dans une autre situation, à créer la même émotion ou à créer, voire même une émotion. Par exemple, vous avez du temps, vous n'êtes pas pressé et vous avez un tram qui passe, un transport en commun qui passe devant vous et vous savez que vous allez devoir attendre le suivant. C'est une situation qui arrive, vous n'avez pas envie de courir, vous dire non, non, je prends mon temps, je vais prendre le suivant. Vous n'avez pas de stress qui va se créer. Alors que si vous avez un rendez-vous, que vous êtes en retard et que vous voulez absolument être à l'heure à ce rendez-vous, là, le fait que le bus passe et que devant vos yeux, sans que vous ayez le temps de l'attraper, ça va vous créer du stress. En soi, les deux situations sont les mêmes. Le bus passe devant vous. C'est la même chose. Dans une situation avec votre contexte et avec vos croyances et avec toutes vos pensées, c'est vous qui allez créer une réaction et que vous allez réagir différemment. Une personne va vous dire quelque chose, ça peut être quelqu'un que vous connaissez bien et ça peut avoir un impact fort, et ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas bien et ça peut aussi avoir un impact fort, ça dépend de chacun comment il fonctionne. Mais souvent, si quelqu'un de proche de vous vous dit quelque chose qui a un impact fort, la même personne, d'autres personnes qui vous diraient la même chose mais que vous ne connaissez pas bien, ça n'aura pas du tout le même impact parce que vous n'allez pas associer la même chose. Même si la phrase de base est la même. Parce qu'on va mettre des jugements, on va mettre des interprétations, on va mettre tout un tas de choses en plus qui vont créer du coup cette émotion. Pour être un peu plus concret, quelqu'un qui va vous dire vous êtes idiot, si c'est un proche, si c'est votre supérieur hiérarchique, ça va, et que vous avez une relation de confiance depuis des années, ça va peut-être pas être la même chose que quelqu'un dont vous avez dans la rue qui vous dit ça. Et il y a aussi des circonstances atténuantes. Par exemple, moi j'ai déjà eu le cas d'insultes qui ont été proférées contre moi dans la rue. C'était quelqu'un qui était en état d'ébriété. Ça m'a plutôt amusée. Alors qu'une insulte pareille pourrait générer de la colère en moi, mais j'ai compris que le stimulus n'avait pas vocation à se transformer en émotion chez moi ou à ne pas générer la même émotion que si ça avait été quelqu'un d'autre qui me disait ça en conscience, dans un contexte précis, par rapport à quelque chose de précis aussi et de contextualisé. Donc c'est important de comprendre. C'est important du coup de comprendre ça et de se dire que voilà, il y a plusieurs choses à faire avec les émotions. On a tout un travail sur les émotions à effectuer parce qu'on a un manque de connaissances encore aujourd'hui par rapport à ces émotions. Déjà apprendre à identifier qu'est-ce qu'elles font dans notre corps comme réaction pour pouvoir s'y connecter mieux. Ensuite, apprendre à les reconnaître et les identifier, les accueillir pour pouvoir après agir en conscience et aussi avoir conscience que les mêmes stimuli ne vont pas créer forcément les mêmes réactions. Moi j'ai eu le cas notamment d'une fois où je suis arrivée en retard à un rendez-vous, un médecin m'a fait une leçon de morale monumentale par rapport à ce retard parce que c'était pas possible. Et en fait, j'ai continué à avoir des rendez-vous médicaux avec cette personne-là, qui a été de nombreuses fois en retard, qui ne s'est jamais excusée, et qui, de son retard, hein, je précise, et qui ne s'est pas non plus excusée de s'être énervée. Je sais très bien que ce jour-là, dans ce contexte-là, elle avait d'autres problèmes, et que c'était pas du tout lié à moi, mais que c'était juste la situation qui faisait que ça l'arrangeait pas, et qu'elle avait pas vu les choses comme ça. Et je n'étais pour rien, en fait, de son reproche. Alors, effectivement, factuellement, j'avais un petit peu de retard, mais par exemple, si j'avais été en retard et que elle aussi, dans ses consultations, était en retard, ça n'aurait eu pas d'impact, en fait, en soi. Donc, c'est bien la preuve que mon retard n'est pas la source de sa réaction. Mon retard est un prétexte qu'elle peut utiliser ou pas comme une frustration. Et ça, c'est un exemple que j'avais vu dans une vidéo qui était fondamentale, justement par rapport à un retard ou un besoin ou une attente qu'on n'avait pas prévue. Est-ce que je choisis de m'énerver pendant chaque minute qui passe du retard de la personne, ou est-ce que je me dis, j'en profite, j'ai du temps, si je faisais une pause,
si j'allais faire tel truc que j'ai pas eu le temps de faire, si je me mettais à faire autre chose, et ça c'est quelque chose notamment sur l'impatience qui peut être très intéressant à penser, parce que oui, des fois on est pressé, oui, parfois il y a des gens qui nous font attendre, des rendez-vous qui nous font attendre, mais est-ce que je veux me focaliser sur le fait que c'est pas normal de faire attendre les gens et de juger intérieurement et de, en fait, d'alimenter, parce qu'on peut alimenter une émotion, et là on alimente notre colère, et sauf que en soi, déjà ça ne changera pas la situation, je suis perturbée par un oiseau qui vient de passer par la fenêtre, mais ça ne changera pas la situation en soi, que il y a du retard, et on peut tout à fait le prendre de façon zen, ou on peut le prendre de façon agressive. Alors, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, je vous l'accorde, et c'est pour ça que quand on a une connaissance de son corps, quand on sait travailler, qu'on sait prendre des pauses, qu'on fait des pratiques telles que le yoga, entre autres, on apprend aussi à s'observer, à prendre du temps, à être plus bienveillant avec soi-même pour se laisser un peu plus des opportunités de réagir différemment à ces sources de stimuli-là. Comme si le stimulus plus l'émotion, plus la réaction était quelque chose de figé, alors que ça n'est pas du tout le cas. Déjà, le stimulus reste un stimulus, on est libre ou pas d'y attacher une émotion. Des fois, c'est justifié d'avoir une émotion aussi, hein. Je dis pas qu'il faut plus avoir d'émotion, c'est pas le propos. On a le droit de ressentir cette émotion, mais déjà de comprendre que cette émotion, elle nous est propre dans un contexte donné, que peut-être dans un autre contexte, le même stimulus n'aurait pas créé la même réaction et la même émotion. Et ensuite, on est libre aussi de dire, ok, je suis en colère parce que on vient de me dire ça et je ne suis pas d'accord. On peut décider effectivement, par exemple, de se battre physiquement avec la personne, je ne recommande pas, mais voilà. Ou on peut se dire, ben ok, alors là, cette personne vient de me dire ça, je ne suis pas forcément d'accord, je vais peut-être lui exprimer, puis je vais peut-être aussi essayer de comprendre pourquoi cette personne nous dit ça, dans le but d'une communication. Alors là, c'est pareil, bon, on peut aussi aller travailler en communication non violente, ça peut être intéressant, parce que c'est là qu'on découvre en fait, c'est qu'on apprend que parfois le stimulus, c'est plus une interprétation de notre part, plutôt qu'un message vraiment envoyé de la part de la personne, parce que elle va dire les choses de sa façon à elle, avec sa vision du monde, et nous en fait on va le comprendre avec notre filtre à nous, toutes ces idées qu'on a dans la tête, voilà, toutes ces choses là, et parfois ça a peut-être rien à voir en fait entre le message envoyé et le message reçu. C'est comme si quelqu'un nous envoyait un message dans une autre langue et que nous on le comprenait avec notre langue à nous, et au final on interprétait comme si c'était notre langue à nous alors que ça l'est pas forcément. Donc voilà, c'était un petit explicatif très rapide et bref sur le fonctionnement des émotions. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre L'intelligence émotionnelle, qui est un livre très long et qui parle beaucoup d'études sur les émotions, mais il est très intéressant parce qu'il montre à quel point c'est important de reconnaître, d'accueillir et de vivre ses émotions, et de voir aussi à quel point une émotion peut rester bloquée, ou une émotion peut entre guillemets switcher vers du rationnel, donc en basculant vers le néocortex, et faire en sorte qu'on vive mieux du coup les choses, puisqu'on arrive après à analyser plus vite le contexte, et à relativiser plus vite. L'émotion, elle a une utilité en cas de peur immédiate par rapport à un danger. Elle permet surtout à notre corps d'agir, de prendre vite une décision. Par exemple, vous traversez une rue, vous n'avez pas regardé et il y a une voiture qui arrive, ça va vous donner le réflexe de partir en sécurité pour éviter cette voiture-là. Et c'est une bonne chose de se mettre en protection. Et parfois, effectivement, la colère peut être justifiée, même si pour la colère, j'avoue que j'ai du mal avec la colère, parce que pour moi, le combat ne sera jamais une solution, et bon, c'est un petit peu la philosophie d'un sport que je pratique depuis des années, donc le combat n'est pas l'issue en fait. Le but c'est juste d'essayer de se comprendre, que chacun exprime ses besoins, ses attentes, mais déjà de comprendre qu'on n'y est pour rien. Il y a des fois, il se passe des choses
pour lesquels on n'a pas le contrôle en fait. Et je me souviens, il n'y a pas très très longtemps, ça m'avait beaucoup amusé. Alors moi, ça m'a amusé, ça a été la réaction que ça a fait. En fait, je prenais les transports en commun et c'est une voie de croisement où on est nombreux et j'avoue que je me suis pas bien gérée au niveau de mon espace et la personne en face de moi non plus. Et c'est ce qui fait qu'on s'est percuté en se croisant. Et alors cette personne a eu une colère et a crié des insultes. Et je l'ai regardé et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, bah oui, effectivement, j'ai foiré sur mon appréhension de l'espace que je prenais dans la voie publique, mais elle aussi en fait, puisqu'on était toutes les deux en train de marcher et que ni l'une ni l'autre a eu assez conscience du corps et de l'espace qu'on prenait pour pouvoir s'esquiver l'une l'autre. Donc ça m'amusait qu'elle se mette en colère contre moi comme si j'étais la seule responsable, mais elle marchait en face de moi. C'était pas quelqu'un de statique, de dos, que j'ai percuté volontairement. Non, c'est une personne qui allait dans mon sens, donc qui m'a vu, que j'ai vu. C'est juste qu'on ne s'est pas géré au niveau de la distance et qu'on s'est un petit peu heurté. Bon, c'était très léger, hein, c'était pas non plus quelque chose de violent, mais voilà. J'étais responsable certes, mais elle était aussi responsable et sa réaction lui appartenait. C'est pas parce que elle s'est mise en colère que moi je suis censée aussi répondre par la colère. D'ailleurs ça n'a pas été mon cas, j'ai été amusée de me dire bah oui effectivement je me suis foirée, j'en suis désolée, mais elle aussi s'est foirée. Je n'ai pas échangé avec cette personne-là puisque dans les transports nous n'avons généralement pas le temps et puis l'objectif c'est qu'on prenait des chemins différents puisqu'on s'est croisés donc forcément on n'a pas eu plus d'échanges par rapport à ça mais ça m'a amusé, ça m'a fait comprendre à quel point le stimulus va créer des choses différentes en fonction de notre filtre d'interprétation et c'est important de le comprendre et de savoir que pour deux situations identiques, on va pas forcément avoir la même réaction en fonction de son niveau de fatigue aussi, en fonction de son niveau de stress, on va pas du tout avoir les mêmes réactions. Quand on est serein, qu'on est détendu, qu'on est bien dans son corps, je vous garantis qu'on n'a pas du tout les mêmes réactions que quand on est stressé, fatigué, à bout de nerfs, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs c'est assez marrant de voir à quel point certaines choses anodines peuvent prendre des proportions monumentales parce que justement on est à bout de nerfs, parce qu'on n'a pas laissé notre corps se reposer suffisamment, qu'on est sous un flot de stress qu'on n'arrive plus à gérer et du coup les émotions entre guillemets débordent. L'image qui m'avait été donnée pour les émotions, qui est une image assez intéressante, c'est un facteur qui vient vous délivrer un message et c'est un facteur super 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 motivé qui va essayer de tout faire pour vous délivrer le message. Alors, il va commencer par frapper à la porte, puis après il va revenir, il va sonner, puis après il va revenir, avec un bélier pour défoncer la porte, pour vous donner le message, parce que son objectif c'est de vous donner le message, et tant que vous n'aurez pas pris ce message, il reviendra toujours plus fort, plus fort. Et c'est ce qui fait que les gens qui refoulent leurs émotions pendant des années se retrouvent avec des problèmes, soit de santé, mais soit parfois d'autres problèmes aussi, hein, d'explosion d'émotions, ou d'écroulement, ou parfois aussi un petit peu dans cette sensation et dans cette vie aussi, le burn-out, qui est un peu des émotions qui n'ont pas été identifiées, qui n'ont pas été analysées, ni comprises, ni même pris en compte, qui s'accumulent et qui débordent jusqu'au moment où le système nerveux, ne sachant plus comment faire, en fait, craque, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit topo sur les émotions, les pratiques spirituelles, on va dire ça comme ça, telles que le yoga, il y en a d'autres, mais le yoga en fait partie, peuvent aider et aident énormément, notamment le hatha yoga qui est assez puissant par rapport à la gestion des émotions. Et puis après aussi, bah, toutes les connaissances que l'on peut avoir aujourd'hui avec le développement personnel sur les émotions. Une émotion, c'est un message à prendre, à écouter. Et après on en fait ce qu'on veut. C'est pas parce que on a un message qui nous dit je ne suis pas d'accord que pour autant il faut prouver à l'autre que l'autre a tort. C'est pas parce que le message nous dit cette personne me fait peur que cette personne est vraiment un danger pour nous. C'est voilà, il y a tout un tas de choses à remettre en question. Donc toujours identifier le stimulus, l'émotion, l'accueil de l'émotion et notre réaction, comment on va agir par rapport à ça en analysant sereinement les choses.
Bonne journée à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.